Bonjour tout le monde, bienvenue. On se sent un peu comme dans un studio de télévision. Euh, Mon nom est Jacques Coul du CAD 21 et je suis avec mon collègue Maxime. Bonjour Maxime. Hey, bonjour Jacques. Je suis content de me joindre à toi en direct de Lévis aujourd'hui pour cette présentation pour la journée du numérique. J'espère que tout le monde a un bon début de journée, une journée bien chargée avec de riches échanges jusqu'à maintenant, n'est-ce pas Jacques? C'est incroyable, je regardais le fil Twitter, le JNEQC, très animé, très nourri. On aime beaucoup ces conversations parallèles-là et ces échanges. Dans le panel, tantôt, je faisais part des occasions de formation de mode plus informel. Bien, c'en est une manifestation juste là. Merci à tout le monde qui se joigne à nous. On est très heureux de prendre un moment pour parler de rétroaction. C'est une des thématiques qui semble très forte aujourd'hui dans l'ensemble des activités de cette journée du numérique. Et puis Maxime et moi, on a eu beaucoup de plaisir à concocter une présentation qui veut mettre en lumière ces éléments de rétroaction-là, mais on le contextualise aussi par rapport à différents contextes justement de formation pour les enseignants, aussi de voir cette transversalité-là de la rétroaction qui ne se fait pas dans un vase clos en soi. Elle est mise en contexte, peu importe le sujet à l'étude. Donc, Maxime, est-ce qu'on est prêt? Nous sommes prêts. Puis évidemment, de mon côté, en tant que modérateur, ça me fera plaisir justement d'accueillir vos questions via la plateforme. Puis si vous voulez justement échanger encore plus largement, ben gênez-vous pas pour aller faire un gazouillis sur Twitter en utilisant évidemment la balise du JNEQC. Puis ça fera plaisir de vous lire et puis bien sûr de vous relayer, vous retweeter avec grand plaisir. Ce qui fait que n'hésitez pas, votre engagement actif pendant notre présentation, mais elle est de deux ordres. D'abord, une posture réflexive où on vous demande déjà de réfléchir sur certains éléments que vous pouvez annoter en quelque part. Il y a même des diapositives de modèles qui pourraient vous aider. Et pendant la présentation, je vais vérifier auprès de Maxime s'il y a justement soit un commentaire ou une question de votre part. Donc, on va essayer d'ajouter cet élément d'interaction-là et éviter que ça soit un monologue de notre bout. Donc, on va se lancer justement dans la formation. Maxime, est-ce que tu peux rappeler, il y a un lien pour les diapositives? Oui, effectivement, vous le voyez en ce moment, sur une diapo, il est en haut et vous allez le retrouver dans le bas à gauche de votre écran à chaque fois qu'on est en plein écran sur le visuel de présentation. Donc, via le raccourci bit.ly, /JNE 2020, rétroaction. JNE 2020, rétroaction, c'est bien noté. Donc, les objectifs de l'atelier, on en a trois. On voudrait justement parler de la nature aidante d'une rétroaction, comment elle se définit et comment elle peut être illustrée. Aussi, d'apprécier les diverses formes de rétroaction à différents moments du processus d'apprentissage ou de l'activité d'enseignement et d'apprentissage. Et ce qui est intéressant dans tout ça, je me faisais la réflexion avant d'entrer en ordre, c'est qu'on peut facilement parler d'une situation d'enseignement-apprentissage d'un enseignant avec ses élèves, mais aussi l'enseignant qui est soi-même un apprenant dans une formation quelconque, bien, devient justement un peu l'élève et peut prendre la peau c'est la notion d'apprenant aidé-aidant. Et on va pouvoir montrer des exemples concrets de comment ça peut, des différentes formes de rétroaction. Et ensuite, on voudrait davantage la contextualiser dans une variété de formations disponibles parce que, oui, on peut avoir une formation qui parle de rétroaction comme telle, mais elle est en filigrane dans plein d'autres sujets de formation, qu'elles soient de nature technopédagogique, de stratégie ou de soutien aux apprenants. Et justement, tout au long de cette formation-là, ou même après, c'est un outil que j'aime bien partager avec les gens, où lorsqu'on se retrouve soi-même dans cette réflexion-là sur notre pratique,
Eh bien, moi, je vous invite à considérer vos pratiques sous 3 angles. En d'autres mots, par rapport à tout ce que vous faites, tous les défis que vous vivez présentement, ce que vous désirez faire, ce que vous avez essayé, ce qui a moins bien marché, tout ça. Posez-vous la question, ou même faire un petit listing, une petite mise en liste ici. Dans toutes mes pratiques, qu'est-ce que j'aimerais modifier? Qu'est-ce que je voudrais changer comme tel pour que peut-être ça réponde mieux aux objectifs que j'y donne. Ensuite, on pourrait même lister les activités qui fonctionnent bien, mais qu'on voudrait amplifier. Hein, cette phrase-là de faire mieux ce qu'on fait bien. Quels sont les éléments que je voudrais vraiment mettre en valeur davantage? Et ensuite, ne pas craindre de pouvoir dire, bon, mais qu'est-ce que je vais mettre de côté? Qu'est-ce que je voudrais rejeter? Donc, c'est une approche très simple, 3 angles, et ça vous permet de mettre en lumière dans votre posture réflexive et dans votre cheminement professionnel. Donc, justement, les mots-clés dans l'atelier, on va parler de rétroaction. Vous reconnaissez en bas les 3 éléments du titre de l'atelier. Donc, lorsqu'on parle de rétroaction, c'est essentiellement entamer un dialogue entre l'apprenant et l'enseignant. La dimension de transversalité, comme j'ai mentionné il y a un instant, on peut recouper ceci dans plusieurs disciplines ou même dans plusieurs contextes. Et finalement, dans cette perspective de faire mieux ce qu'on fait bien, plusieurs de nos exemples de rétroaction sont puisés dans des contextes de formation continue que les enseignants font. Je veux dire, puisqu'on travaille, nous, Maxime et moi, avec le cadre 21, bon, on a l'occasion de voir ces manifestations-là et ça nous fera plaisir de vous en partager quelques exemples éloquents. Donc, la rétroaction. Maxime, tu voulais ajouter? Oui, ben c'est ça. Ben, je vois dans les commentaires qui circulent, il y a des gens qui viennent justement juste de se joindre à nous. Fait que je répète que si vous avez justement le goût d'avoir aussi sur votre ordinateur la présentation, ben là, justement, quand l'aspect diapositive n'est pas là, vous voyez dans le bas, juste à côté du Creative Commons, vous avez justement le raccourci qui est là, donc le bit.ly. La barre oblique JNE 2020 rétroaction. Il est là dans le bas de chaque diapo, Jacques-Paul. Ah oui, OK, merci. C'est beau. Oui. Donc, fait que tout au long de la présentation, puis je le rappellerai à quelques reprises, tu peux le faire aussi, Jacques, là, puisqu'il y a des gens qui se joignent à nous et qui n'ont pas justement été là au tout début. Bit.ly, barre oblique. Rappelle-moi, je ne vais pas mélanger. JNE 2020 rétroaction. Il est dans le bas, là, juste en dessous. Ben oui, je le vois. Bon, évidemment, lorsqu'on parle de rétroaction, on cherche toujours l'efficacité d'une rétroaction selon les différents contextes, mais essentiellement, dans tous les contextes, que ce soit envers un élève, que ce soit envers un enseignant ou autre en formation, on cherche d'abord à faire un commentaire positif sur sa production pour l'encourager à poursuivre, le situer justement par rapport à ses apprentissages, où il est rendu, ce qu'il pourrait faire, et dans cette perspective-là, d'offrir des pistes d'amélioration pour pouvoir continuer. Donc, il y a une dimension très itérative de la rétroaction qui ne se situe pas juste en bout de séquence, mais tout au long de la séquence, permettant de guider l'apprenant dans sa formation et ses apprentissages. Et c'est un acronyme qui nous est apparu, à un moment donné, ça m'a sauté en pleine tête. On parle de rétroaction USB, pas la prise qu'on a, le port sur notre portable, mais plutôt une rétroaction qui se caractérise en 3 qualités, c'est-à-dire une rétroaction qui se veut utile pour l'apprenant, qui est spécifique à l'objet d'étude et sa nature bienveillante. Depuis ce matin, on entend justement l'importance de cette dimension affective-là. Donc, une rétroaction qui guide l'apprenant pour réinvestir ce qu'elle a appris, qui propose ou qui cite des actions précises propres au sujet ou à la tâche et qui prend soin de la dimension affective et permet de poursuivre. Donc, la rétroaction USB, c'est une expression que nous utilisons couramment. Et
Vous savez que dans notre modèle de formation de Cadre 21, il y a un composant important qui est justement d'offrir à différents moments de la rétroaction aux apprenants. Et on ne fait pas ça tout seul, on a toute une équipe. Et d'ailleurs, Annick Gilbert, qui est la maîtresse de cérémonie de la journée aujourd'hui, occupe aussi la fonction de responsable de rétroaction pour 2 des sujets. Et dans les balises qu'on leur donne pour rédiger une rétroaction, et je pense qu'elles sont assez génériques que vous pourriez peut-être en retirer quelque chose pour vos rétroactions avec vos élèves, mais c'est toujours important de rappeler les critères sur lesquels se base l'évaluation ou la rétroaction comme telle. Aussi, un commentaire, on invite à faire un commentaire sur un fait saillant et ça démontre justement une lecture attentive de la production mise de l'avant et en même temps qu'une piste d'exploration qui permet justement de poursuivre son chemin. Comme on le disait tantôt sur la dimension bienveillante, de souligner l'accomplissement ou encore des éléments à retravailler pour encourager la poursuite des apprentissages. Puis je vous le dis tout de suite, dans notre modèle pédagogique de formation, notre barème, il est bien simple, c'est succès ou en voie de réussite. On fait beaucoup dans la mentalité de croissance, Carol Dweck, Growth Mindset, cette posture-là pour dire, voici où tu en es, bravo, tu as réussi, puis j'ai trouvé particulièrement intéressant telle chose, ou bien, pas encore là, voici des pistes qui vous permettraient d'y arriver, ça me fera plaisir de vous relier. Vous avez ici une saisie d'écran et on s'excuse si c'est un peu difficile à lire, donc je vais faire ressortir quelques éléments. C'est une rétroaction qui a eu lieu récemment et vous voyez le nom en bas, Vincent Lemieux, Vincent comme Annick, il est directeur d'école primaire dans Beauce-et-Chemin et puis aussi sur son temps personnel, il offre de la rétroaction aux gens engagés dans une formation. Ici, c'est un contexte de classe inversée. Et le mode que nous avons choisi pour retourner la rétroaction, eh bien, c'est par courriel. C'est une façon directe de communiquer. Et dans ce cas ici, il y a Vincent qui a élaboré une réponse écrite. On a vu des collègues qui avaient tellement de choses à dire, ils en ont fait un extrait audio et même vidéo pour justement détailler l'ampleur de leurs commentaires. Et j'ai intercepté celle-ci parce que je la trouve intéressante parce que je vous parlais il y a un instant de la nature USB de la rétroaction. Eh bien, à la lecture de celle-ci que vous avez, ben ça saute aux yeux parce qu'à un moment donné, il dit, vous êtes au départ d'une réflexion intéressante. Et puis, à la toute fin, on peut même lire « Ça fera un plaisir de vous relire bientôt ». Donc, cette dimension-là, mais rapidement, il saute dans le vif du sujet avec la dimension utile et spécifique. Par exemple, un extrait où il dit « Vous pourrez tirer profit des capsules déjà existantes. Ça pourrait être une bonne idée pour vous de poursuivre. » Donc, il offre une piste d'exploration pour continuer. Et même de façon encore plus spécifique, il dit des logiciels simples comme MoveMaker vous permettraient de produire les vôtres dans un contexte de classe inversée. Et il termine dans un paragraphe, dans un appel à l'action. Hein, de continuer, lâchez pas, faites-le selon votre réalité, votre niveau d'aisance et ça me fera plaisir de vous relire. C'est le ton, c'est l'ADN, c'est la saveur que la rétroaction USB cherche à avoir. Dans nos formations et dans nos interventions, lorsqu'il s'agit du numérique, c'est une phrase qui m'accompagne depuis des années. J'aime bien dire, on va focuser sur les verbes, un peu moins sur les noms. Parce qu'on sait que de façon complémentaire, il y a toutes sortes d'autres occasions d'aller se former sur des outils comme tels, de pouvoir se les approprier, de bien l'intégrer par rapport aux intentions pédagogiques qu'on peut avoir. Mais une dimension réflexive que vous pourriez choisir ici maintenant pendant qu'on écoute ou lorsque vous réfléchissez sur la place de la rétroaction, surtout dans un contexte à distance ou bimodal, comodal, quels sont les leviers numériques qui me permettent d'offrir des rétroactions USB? On préfère poser la question de ce sens-là pour dire, bon, ben,
Quels outils devrais-je utiliser? Mais pour faire quoi? Bon, mais on veut offrir une rétroaction qui se caractérise avec les qualités qu'on vient de donner. Bien, on sait qu'il y a une multitude d'outils qu'on peut utiliser et qu'on peut exploiter justement favorablement avec ces groupes. Je parle maintenant de transversalité. 11h25, les choses s'avancent bien. Maxime, rien à signaler? Oui, tout va bien. Je vois que justement, il y a encore des gens qui se sont joints à nous. On va répéter encore une fois, n'hésitez pas à aller justement taper dans votre navigateur le raccourci qui est dans le bas de chacune de nos diapositives. Vous avez là le bit.ly /JN9 2020 rétroaction. Vous allez retrouver tout le contenu avec les visuels que nous présentons aujourd'hui. Je vois que justement, la discussion continue également sur Twitter. Puis je voyais justement qu'il y a effectivement dans les 3 autres salles, en même temps que nous, on parle évidemment de rétroaction et d'interactivité aussi. Puis évidemment, j'invite tous ceux qui participent avec nous en ce moment, d'aller voir avec la balise du mot-clic JNEQC, voir les échanges qui sont là. Puis tu parlais d'outils justement tout à l'heure, Jacques. Ben évidemment, il y a d'autres ateliers qui faisaient un peu plus le focus sur les outils en tant que tels. Puis il y avait vraiment des choses intéressantes qui circulent de ce côté-là. Donc, vive le réseautage! Et ça rejoint le propos que je faisais en panel quand je parlais du panorama dans le ciel québécois des ressources et formations disponibles. Ça permet justement cette belle complémentarité-là pour répondre aux besoins spécifiques de tout un chacun. Les contextes de rétroaction sont multiples. Vous avez ici un sous-ensemble des sujets que le cadre 21 offre déjà, comme si vous ne saviez pas, elles sont là, elles sont libres, elles sont accessibles sans frais, moyennant votre adresse institutionnelle et non pas votre Gmail. Oui, on en a une qui touche la rétroaction comme telle, les fondements de la rétroaction et ainsi de suite, mais elle est aussi en filigrane dans divers sujets. On parle de gestion de classe, on parle de vidéo créative, de différenciation, de travail collaboratif, de la classe inversée, on avait un exemple tantôt. Et vous avez aussi 2 acronymes que je vous rappelle, la CUA, qui est la conception universelle de l'apprentissage, une posture globale au sein, par exemple, d'une communauté, d'un établissement, et la SOSA, qui est savoir organiser ses apprentissages, puisque justement, c'est un défi, c'est un enjeu présentement dans la planification et l'organisation de ces apprentissages quand l'élève fait sa job d'élève. Donc, au travers de ces formations-là, on fait des liens avec l'importance de la rétroaction et aussi les gens qui sont en formation peuvent en recevoir, comme l'exemple que je vous montrais tantôt, puis on en a d'autres qui s'en viennent dans un instant. On prend un instant aussi pour se rappeler des différentes dimensions de la rétroaction. Ça, c'est pas nous qui l'avons inventé ici. Hein. Une référence majeure, celle de Rodet 2000. Il y a un lien justement pour accéder à cette écriture-là. Les dimensions, qu'elles soient cognitives, au niveau du sujet, l'étude, métacognitive au niveau de cette posture réflexive-là, méthodologique au niveau de sa stratégie d'organisation de son travail ou la structure de son travail, et aussi la dimension affective. Et il y a différentes astuces sur comment le libellé d'une rétroaction écrite peut prendre pour aborder l'une ou l'autre de ces dimensions-là. Et dans ce qui suit, on va pouvoir justement en faire ressortir quelques-unes. Mais on veut les faire ressortir dans une perspective de continuum. Parce que la rétroaction, ça n'arrive pas juste à la fin. Comme on sait bien, elle arrive au début, lorsqu'on active les connaissances antérieures. Elle se fait tout au long de l'activité qui permet de relancer et permettre de cheminer, de poursuivre. Et aussi à la fin, soit pour souligner l'accomplissement ou d'offrir un tremplin pour la suite des choses. Donc, ces différentes dimensions-là de la rétroaction, bien, ça peut ressembler à quoi à ces différents moments-là? Et là, par souci d'économie, de ne pas trop envahir vos écrans, on a pris quelques exemples. Donc, lorsqu'on cherche justement à activer ce que les
apprenants ont comme connaissance antérieure, ben, c'est aussi important d'abord d'établir les intentions d'apprentissage et j'ajouterais même les critères d'évaluation aussi en amont pour savoir de quoi il est question, sur quel terrain de jeu on s'engage ici. Et j'aime particulièrement le deuxième exemple, c'est d'offrir une zone d'empathie. D'offrir une zone d'empathie, c'est-à-dire, OK, là, ensemble, on va pouvoir être confortable à pouvoir se situer dans ça. Soit nos ambitions, notre énergie qu'on veut y donner, ou bien les craintes ou les préoccupations qu'on peut avoir par rapport à la tâche qui nous attend. Donc, ça, c'est ce genre d'éléments impalpables, hein, les intangibles en anglais, que tous les professionnels de l'éducation savent que c'est très important d'établir. C'est difficile à mesurer, mais on sait que ça a un impact important. Quelques exemples des différentes dimensions de la rétroaction en cours de route. Ça peut être des formulations sur lesquelles vous pourriez vous inspirer. Donc, dans la partie X de votre travail ou même de votre réflexion, ça serait peut-être intéressant d'ajouter la notion de telle chose. Ce que ça dit finalement, c'est que j'ai vraiment trouvé intéressant que tu soulèves ceci. As-tu pensé peut-être de l'explorer sous cet angle-là? Ou ça peut être aussi d'un point de vue méthodologique, mais ça serait intéressant d'appuyer ton affirmation par une référence. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, l'importance d'éduquer à une bonne pensée critique, ça peut être une façon subtile et intéressante d'amener les gens à appuyer leurs propos. Aussi, quelques exemples, lorsqu'on veut souligner l'accomplissement ou même de les faire poursuivre. Hein, vous avez atteint les objectifs de cette tâche, hein, un rappel de ce que c'était et vous les avez atteints. Et ça peut être aussi avec une dimension affective de félicitations et aussi d'encouragement qui permettent justement aux gens de vouloir peut-être en savoir plus, mais aussi d'augmenter son sentiment de compétence par rapport à ce qui a été vécu. Donc, ce continuum-là de rétroaction, il est là tout le temps. Moi, j'ai toujours dit depuis des années que je ne suis pas le seul, hein, que la rétroaction ou même l'évaluation, ça fait partie du processus d'enseignement-apprentissage. Je pense que je n'apprends rien aux gens. Et n'oubliez pas que dans le contexte particulier de notre journée sur le numérique, c'est toujours, est-ce qu'il y a des leviers qui me permettrait justement d'émettre ou même de recevoir une rétroaction aidante qui est caractérisée par les éléments qu'on vous présente là. Oui, Maxime. Oui, Jacques, je vois dans les échanges, puis je répète là, que s'il y en a qui viennent de se joindre à nous, de ne pas se gêner pour aller justement accéder au visuel avec l'adresse qui est dans le bas à gauche de chacune des diapositives qu'on présente. Fait que vous pouvez aller le taper directement dans votre navigateur, donc bit.ly, le bit.ly, /JNE 2020 rétroaction. Puis Marcel qui posait la question, Jacques, est-ce qu'on peut rappeler, parce que tu le présentais un petit peu plus tôt, puis il y en a qui viennent de se joindre à nous, puis je pense que ça va revenir encore. Peux-tu nous rappeler, dans le fond, la signification de l'acronyme USB, hein, pour la rétroaction USB? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bon, évidemment, un lettrage qui est facile à retenir parce qu'on connaît la prise USB, mais une rétroaction qui soit utile pour l'apprenant, ça l'aide vraiment à poursuivre, et qui soit spécifique au sujet à l'étude, le S, et la nature bienveillante d'une rétroaction, d'autres la qualifient de gentille, et qui vient justement rassurer et de peut-être donner le petit coup de pouce à la personne à partir de ce qu'il y a d'utile et spécifique à la tâche de poursuivre. Donc, utile, spécifique et bienveillant. Est-ce qu'il y a autre chose, Maxime? Pour l'instant, il n'y en a pas, puis gênez-vous pas justement pour poser ce genre de questions-là sur le contenu, notamment parce qu'il y a des gens qui se joignent à nous en cours de route, fait que votre question peut sûrement être utile justement avec la réponse qui sera donnée pour d'autres aussi qui sont en ligne avec nous. Et je tiens à rappeler aussi, je l'ai mentionné plus tôt, je pense que c'est important de le redire, les exemples, notre propos qu'on a avec vous ici se base sur ce que l'on fait, Maxime et moi, avec le cadre 21, c'est-à-dire d'appuyer les gens dans leur formation continue. Et à ce moment-là, les enseignants ou d'autres intervenants qui choisissent de suivre telle ou telle formation, ils sont des apprenants eux aussi.
Et nous avons avec nous toute une équipe de responsables de rétroaction. Ce sont des enseignants, des directions d'école, des CP, des gens, des éducateurs à la retraite. Il y en a du Québec, il y en a de l'Ontario, il y en a du Nouveau-Brunswick, qui justement, à partir d'un référentiel qu'on a de rétroaction, répondent à chacune des réflexions soumises lorsque les gens veulent reconnaître ce qu'ils ont fait et prennent le temps de lire la réflexion et la soumission faite par l'apprenant. Donc, le parallèle peut se faire entre ce contexte spécifique de formation continue ici et celui de l'enseignant. Finalement, quand on forme nos responsables de rétroaction, puis on leur parle de l'acronyme USB, puis on dit, bien, regarde, la bienveillance, c'est comme, OK, voici des pistes, c'est vraiment intéressant, continue, ça me fera plaisir de te relire, mais c'est comme le bon prof ou la bonne prof qui reçoit un travail, une production d'un élève, puis qui l'encourage à poursuivre, qui OK, retourne, puis je serai là pour la prochaine fois pour te relire. Donc, je pense que le parallèle est à faire. Voici quelques exemples, et puis je m'excuse encore une fois de la taille, mais on veut la contextualiser dans divers sujets, ces exemples de rétroaction-là. Encore une fois, ici, c'est un courriel qui est envoyé à l'apprenant. Je mentionnais que ça pourrait être une forme audio ou vidéo, et puis on sait qu'il y a différents outils qui permettent d'être créatif dans sa rétroaction. Dans le cas de la formation qui traite de la vidéo, c'est-à-dire l'utilisation de la vidéo, l'aspect rétroaction a une belle place parce qu'elle peut être active et instantanée. Je pense encore, j'ai vu quelques exemples de gens qui disent, j'ai tellement de belles choses à dire, je ne voudrais pas l'écrire, mais je vais me filmer et je vais pouvoir à ce moment-là la partager. Donc, le dialogue s'enrichit de cette façon-là. Ce que vous voyez ici, puis Pierre-Olivier, c'est un de nos responsables qui répond à quelqu'un qui a fait une réflexion, une soumission, mais qui ne rencontrait pas nécessairement tous les critères de succès à ce niveau-là. Et essayer de voir au travers de ceci les dimensions USB ou les valeurs USB ainsi que les différentes dimensions, qu'elles soient cognitives, métacognitives ou affectives. Hein, parce qu'il dit malheureusement, il m'est impossible d'analyser en profondeur. Pourriez-vous élaborer un peu plus ce que vous retenez de la formation, cette dimension métacognitive-là? Bon, dans un contexte de vidéo, la vidéo, le fait qu'elle serait de plus en plus utilisée en classe, est-ce que ce serait pas vous, un constat général, est-ce une bonne chose? Comment pourriez-vous intégrer cette approche dans votre pratique? Donc, regardez toutes les pistes qu'il offre, soit d'un point de vue méthodologique ou même cognitif. Et j'aimerais bien étoffer ma rétroaction et vous lire un peu plus. Donc, la dimension affective qui revient, je vous invite à poursuivre. Au plaisir de vous relire. Donc, c'est un exemple contextualisé dans ce cas ici, le sujet de la vidéo. Je vous en offre une prochaine. Celle-ci, elle est drôlement intéressante. Elle est intéressante dans le contexte actuel où, pendant la période de confinement et avec l'enseignement à distance et tout ça, Julie, qui fait la rétroaction dans une formation sur les jeux d'évasion pédagogique, eh bien, dans le sujet des jeux d'évasion pédagogique, il y a aussi un moment où l'enseignant peut animer une période d'objectivation par rapport à l'activité vécue ensemble. Donc, on peut regarder les aspects cognitifs, mais aussi dans une posture réflexive. Dans l'exemple que vous avez à l'écran ici, on voit Julie qui rappelle les critères pour dire, regarde, je n'ai pas improvisé ma réponse, là, je tiens compte des critères suivants qui étaient en amont, au tout début, clairement explicités, et ma rétroaction se base sur justement ces critères-là. Et regardez son ton. Wow! Elle dit la créativité des enseignants pendant cette fin d'année, qu'on se souviendra longtemps, me surprendra toujours. Quelle belle activité présentée sur Meet. De voir de quelle manière ça a été astucieux de cette personne-là de proposer une activité d'apprentissage dans le contexte, dans l'exemple ici de formation en ligne ou d'une activité synchrone. Donc, excellent retour fait avec les élèves aussi. Donc, elle met en lumière un fait saillant. Et aussi, plus de réflexion qu'en temps de confinement, c'était toutefois un bon choix d'activité à présenter.
C'était au même endroit, ça facilite la communication à distance et tout ça. Donc, qui venait justement confirmer que, wow, ce choix d'activité-là, par rapport à tel élément, était un bon choix. Et avec la fin de la félicitation et peut-être même un call to action, un appel à l'action de poursuivre vers un prochain niveau. Lorsqu'on l'a intercepté, on l'a trouvé particulièrement intéressant dans le contexte actuel des choses. Le troisième exemple qu'on va vous donner, c'est la réaction d'un apprenant par rapport à la rétroaction reçue. La formation SOSA, savoir organiser ses apprentissages, c'est-à-dire comment on peut aider l'élève à faire sa job d'élève dans la planification de ses apprentissages, les fonctions exécutives avant les fonctions cognitives, la méthodologie et tout ça, s'installer dans sa job. Et cette personne-là, et on a déduit que c'était probablement un conseiller pédagogique qui travaille avec une équipe, qui a suivi cette formation-là et il a soumis sa réflexion. Dans ce cas ici, Mira, notre responsable, lui a répondu. Et le retour de courriel de Julien qui dit « Oh wow, je ne m'attendais vraiment pas à une rétroaction humaine par surcroît. Et puis, je pensais que ma réflexion serait individuelle. Puis, je suis bien content de contacter que j'avais tort. Et puis, rapidement, il nous parle de sa réalité dans son milieu. Où est-ce que dans leur milieu, ils ont identifié des sujets prioritaires de formation et lui, dans son rôle d'accompagnement, il se sent plus outillé à amener ces gens dans ce sens-là. Celle de SOSA, ainsi que celle sur la vidéo créative. Et là aussi, pour la responsable de rétroaction, de recevoir une telle réponse, ben, il y a une dimension affective qui fait du bien aussi. Donc, au travers de tout ça, il y a l'humain. Mon bout de la vie, je me rappelle dans une ancienne vie, quand j'étais prof, puis les bulletins, puis il y avait la cote A, B, C, D, E. C'était moins humanisant. Oui, Maxime? On a dans justement dans les questions, on a Anne-Marie qui te pose une question à 100 $, Jacques. Oh, OK. Alors, Jacques, quels conseils pourriez-vous donner à des enseignants spécialistes? On sait qu'il y en a plusieurs, évidemment, là, qui ont à se tourner vers le numérique aussi dans le contexte actuel. Donc, à des enseignants spécialistes qui ont 250 à 300 élèves à qui donner de la rétroaction. Quels conseils vers où on pourrait les diriger un peu? Là? Bien, ma réponse, j'ai envie de la faire en fonction de certaines actions qu'on pose déjà. Lorsqu'on donne la formation aux responsables de rétroaction ici, on leur donne différents modèles. Voici un modèle de réponse pour tel niveau. Voici un modèle de réponse pour « Bravo, tu as réussi avec une super bonne réflexion » ou bien « Tu l'as, mais tu pourrais l'étoffer un peu plus » ou bien un autre modèle sur « Malheureusement, vous ne l'avez pas encore, puis voici des pistes pour améliorer ». Et ce qu'on dit aux responsables de rétroaction, vous n'avez pas à composer de zéro à chaque fois. Prenez ces modèles-là, laissez-vous un espace du milieu où vous pouvez intervenir spécifiquement sur le cas et d'offrir une piste sans aller dans le détail. Et le petit conseil sur la mise en forme, assurez-vous qu'à la fin, ça a l'air quelque chose d'uni. On ne veut pas avoir quelque chose en Times puis qu'au milieu, c'est en Helvetica qui a été l'air d'un copier-coller. Donc, ça a un impact. Ce qui fait que peut-être en préparant en amont quelques modèles, par rapport à une variété de situations qui pourraient arriver. Comme je vous disais tantôt, il y a un instant, très bon travail, pas pire, mais des pistes d'amélioration ou vraiment pas, puis voici sur quoi vous pourriez vous pencher. On les a dans un arsenal de réponses qu'on peut ensuite aller prendre et de rapidement contextualiser par rapport à l'exemple concret. Et ça a servi à notre monde, parce que lors du confinement au printemps, on a vu des enseignants s'engager dans des formations. Ils avaient un peu plus de temps. On est en avril-mai ici. Et il y a des sujets où on a eu des centaines et des centaines
de soumission, de réflexion, ce qui fait que pour certains de nos responsables de rétroaction, ils ont été très occupés. Et d'avoir cet arsenal de réponses-là leur a permis de bien répondre sans justement se perdre. Donc, je ne sais pas si ça peut être un élément, mais c'est que ça permet à ce moment-là de centrer son intervention spécifique sur justement le cas spécifique, puis ça n'a pas besoin d'être en longueur. Donc, un fait saillant, une piste d'amélioration. Je ne sais pas si ça répond, mais dans notre cas, c'est dans ce qu'on voit, nous, les gens, les responsables arrivent à offrir une rétroaction aidante à un grand nombre de gens. Maxime, est-ce qu'il y a autre chose? Non, jusqu'à maintenant, ça se déroule très bien. Je vois que justement dans le fil Twitter, les réactions aux divers ateliers justement se poursuivent. Puis comme je disais un petit peu plus tôt, je vous invite justement à aller faire un tour sur Twitter en inscrivant la balise de dièse JNEQC, au Journée du numérique Québec, pour justement aller voir un peu il y a des différentes ressources, des outils, des applications justement qui peuvent venir appuyer cette démarche de rétroaction-là qu'on a à faire. Puis évidemment, bien, tout ça, c'est on le voit comme Jacques le disait tout à l'heure, dans un contexte de notre angle à nous, justement dans un contexte de formation continue. Mais évidemment, on pense que tout ça peut se réinvestir dans un contexte justement d'un enseignant vers ses élèves, d'un CP vers des enseignants qui l'accompagnent, d'une direction d'école qui accompagne son équipe école aussi. Là. Tout ça, ces grandes lignes-là, évidemment, sont transversales. Là. Tout à fait. Et ce parallèle-là qu'on mentionnait un peu plus tôt, ce que vous avez à l'écran ici, qui est un genre de méta-analyse fait par une équipe et tout ça regroupé par le chercheur Mario Richard, qui identifiait c'est quoi les éléments, les modèles de formation continue les plus efficaces se caractérisent en quoi. Donc, quand on parle de formation continue, on pourrait facilement transposer ça et d'ajuster quelques termes pour la réalité enseignante. Donc, c'est certain qu'on vise l'amélioration des apprentissages, que c'est qu'on évalue au fur et à mesure ce qui se passe pendant le développement des apprentissages. Et aussi, on évite l'improvisation. On a entendu ça, je pense que c'était le ministre Roberge qui dit qu'on ne peut pas aller dans des modes ou dans des improvisations de réponses et de là avoir des fondements solides sur lesquels on peut baser nos rétroactions. Et le temps distribué dans le temps, permettre au temps de bien faire les choses. On a mis une petite étoile sur l'autre case, la démarche d'accompagnement. Et tous seront d'accord que autant pour un élève que pour un enseignant apprenant, de se sentir accompagné alors qu'il met les pas dans cette zone de développement où il sort d'une zone de confort et s'en va dans quelque chose de nouveau. Cet accompagnement-là est très important et repose beaucoup sur la dimension collaborative du travail. Et on tient justement à faire ce lien-là lorsqu'on parle du travail collaboratif. Peut-être qu'il y en a qui l'ont vu, ça a passé hier. On est très fiers d'une collaboration faite avec les gens d'école en réseau. Écoles en réseau, comme vous savez, qui sont différentes écoles partout et qui sont très, très, très actifs via les outils numériques, avec qui on a travaillé avec les experts de contenu là-bas pour une formation qui parle justement du travail collaboratif et très rapidement, on parle de co-élaboration. Donc, elle est en ligne maintenant, elle est disponible et s'appuie beaucoup sur les fondements et les travaux des gens d'école en réseau. Donc, c'est tout fait, sorti, ça date, le lancement officiel a eu hier. Et là aussi, on risque de voir des rétroactions de nature USB apparaître au fur et à mesure que les gens vont s'engager dans ce sujet-là. Donc, en synthèse, ce que vous voyez ici, c'est un peu la diapositive qui résume la posture du cadre 21 par rapport à son offre de développement ou permettre aux gens de croître ou de renforcer leurs compétences professionnelles, qui demande un engagement de l'apprenant, de s'investir à la tâche et des apprentissages qui se font avec ces boucles de rétroaction
à un moment donné, il y a une forme de reconnaissance par rapport à ce qui a été accompli et aussi une valorisation de ces accomplissements-là pour pouvoir dire que, justement, je suis fier de ce que j'ai fait en classe inversée à un tel niveau et que ça fait rejaillir sur la personne et la communauté à laquelle elle appartient. Donc, pour nous, la rétroaction, ça fait partie de l'ADN de notre modèle pédagogique de formation, autant que la valorisation et la reconnaissance des gens. Donc, ça résume. Je ne sais pas si, Maxime, tu aurais quelques mots pour... et après ça, on pourrait peut-être conclure. Oui, ben, je vois que ça circule, puis notamment, je vois justement sur mon fil Twitter que le visuel sur la rétroaction USB vient d'être partagé. Je viens de l'avoir, on se doute justement que ce genre de visuels-là vont circuler. Puis comme on disait tout à l'heure, hein, il y a cette attitude-là de rétroaction USB est évidemment bon dans toutes les circonstances, que ce soit justement, comme on disait tout à l'heure, de l'enseignant envers ses élèves, mais tout comme justement entre collègues, un CP envers des profs qui l'accompagnent, la direction envers son équipe école. Donc, d'être utile, spécifique et bienveillant, on dirait que ça nous fait retravailler peut-être comment on formule nos courriels, par exemple. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et ce que je trouve fascinant, et depuis ce matin, moi aussi, je me mets dans une posture réflexive de ce que je vois et lis et entends. On aurait pu penser que la journée numérique, c'est justement le focus sur les outils, les bébelles, tout ça. Et un peu comme d'autres forums ont vécu aussi, je pense aux conférences de Claire, par exemple, où rapidement, on passe d'un regard technologique à un regard pédagogique de la chose. Puis je pense qu'au Québec, la réflexion et les actions sont clairement dans cette direction-là. Et c'est un beau signe. Et juste après cela, ou en filigrane, c'est la dimension humaine de la chose. Donc, cette dimension affective auquel moi, j'y attache beaucoup de valeur, ben, parce qu'on sent que ça a je cherche le terme, là, mais c'est la petite énergie qui nous permet de vouloir poursuivre malgré les contextes difficiles, malgré les défis auxquels on fait face. Et ça nous permet d'escalader notre petite montagne Everest. Donc, on vous remercie. Il est 11h51 et on avait prévu environ 40-45 minutes pour cette présentation-ci, à moins qu'il y ait d'autres interventions. Ça nous ferait plaisir de terminer ici et de nous souhaiter un bon repas et une bonne suite de cette journée du numérique en éducation. Merci à toi, Maxime. Oui, merci Jacques. Bravo justement pour cette présentation qu'on a concoctée spécialement justement pour le contexte. Puis comme Jacques le disait tout à l'heure, on trouve que c'est ce volet très justement empathique et humain qui entoure la journée du numérique de cette deuxième édition cette année. On trouve ça vraiment intéressant et que ça, si on peut continuer justement à vous appuyer, à vous soutenir dans votre formation continue pour tendre vers ça avec le numérique, ben ça nous fera un plaisir. Puis vous voyez justement, si vous avez des questions, gênez-vous pas. info@cadre21.org. On est présent sur tous les médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Vous allez nous retrouver partout. Et puis, c'est sûr d'ailleurs qu'on va repartager le visuel de cette présentation-là. Et la rétroaction, c'est vraiment dans les préoccupations très, très, très actuelles. Fait que ça va nous faire un plaisir de le partager là aussi. Puis vous pourrez le repartager, évidemment, là, de votre côté. Je sais que j'ai répondu à plusieurs personnes directement par courriel, même pour leur envoyer dans leur boîte courriel le lien direct vers la présentation. Donc, vous ne devriez pas avoir de problème pour la retrouver. Merci, puis bonne journée du numérique qui se poursuit pour justement le reste de la journée. Et comme on dirait en Acadie, prenez garde à vous autres.